Il y a un piège, invisible mais bien réel, dans laquelle la plupart des traders tombent sans même s'en rendre compte. Chaque jour, des millions d'entre eux se lancent dans le trading, convaincus qu'ils peuvent battre le marché. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le système est conçu pour les faire échouer. Derrière chaque broker, chaque transaction se cache un conflit d'intérêts profondément enraciné. Et vous en êtes la cible. Les institutions qui dominent la finance, brokers, courtiers, retail, fonds d'investissement, prospèrent sur cette ignorance. Good afternoon. Tout est méticuleusement pensé pour semer la confusion, vous conduire sur une fausse piste et vous piéger. Mais aujourd'hui, je vais tout vous révéler. Cette vidéo lèvera le voile qui vous induit en erreur depuis le début. Si vous ne comprenez pas ces mécanismes, vous jouez à un jeu truqué. Et tant que vous ignorez les véritables règles de ce système, la profitabilité restera hors de votre portée. Voilà la clé que beaucoup découvrent trop tard. Et peut-être que vous êtes déjà pris au piège. Dans cet échange, vous allez découvrir que l'ensemble de cette infrastructure et ses différents acteurs est marqué par des conflits d'intérêts. Nous parlerons notamment des courtiers retail. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez que tout est fait pour que les traders retail échouent. Littéralement, il existe des conflits d'intérêts majeurs entre les traders retail et leurs propres courtiers. Une personne qui ne comprend pas ces conflits d'intérêts et qui ignore comment fonctionne la finance ou les courtiers ne peut pas devenir profitable. En fait, il est impossible de lancer une carrière en finance ou en trading sans comprendre cela. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde de la finance, il n'est pas aussi transparent qu'on pourrait le penser. Et les acteurs financiers, ils cherchent pas vraiment votre intérêt. Et là, je ne parle même pas des fluctuations de marché ou des graphiques. Rien que l'infrastructure elle-même, notamment sur la gestion de votre argent par votre courtier, et l'endroit où vos positions sont placées est problématique. La majorité des traders ne savent pas réellement comment la finance fonctionne, ni où sont exécutées leurs positions lorsqu'ils cliquent sur achat ou vente depuis leur plateforme de trading. Comment voulez-vous réussir en trading si vous ne comprenez pas ces bases ? C'est ce que nous allons examiner en détail aujourd'hui. En réalité, nous allons examiner toute l'industrie retail, comprendre les conflits d'intérêts qu'elle défend et les conflits d'intérêts qu'elle a avec vous. Vous verrez comment ces acteurs se servent de vous pour se rémunérer et on va décortiquer tout ça dans cette vidéo. Comment le courtier va récupérer votre argent. Pour littéralement tout comprendre, nous passerons en revue ces 5 points. Donc la première partie, ça va être les règles du jeu du marché CFD. Ensuite, on verra les narratifs utilisés par les courtiers pour littéralement récupérer ton argent. Vous verrez dans la partie 3 que toute l'industrie repose sur une architecture gagnante. Vous ne le savez certainement pas, mais les brokers ne perdent jamais. Et ça, on le verra dans la partie 4. Puis on finira avec les conflits d'intérêts qui vous mènent à l'échec. Et pour bien comprendre les règles du jeu auxquelles nous faisons face, quoi de mieux que d'introduire la statistique qui littéralement façonne les règles du jeu. 90% des traders perdent 90% de leur capital en moins de 90 jours. Il ne s'agit pas simplement de traders non rentables, mais bien de ceux qui perdent leur compte en moins de 3 mois. Ce chiffre seul, il montre à quel point cette donnée est exploitée par les courtiers, les banques d'investissement et les autres institutions. Pour comprendre cette statistique, il faut aussi comprendre comment fonctionne un marché CFD. Lorsque vous tradez via votre courtier, la majorité d'entre vous utilisent des produits financiers appelés CFD pour Contract for Difference. Et quelle est la particularité de ce produit ? Eh bien, c'est très simple. Vous ne possédez pas réellement l'actif. Vous ne tradez pas sur les marchés financiers directement, mais sur un marché virtuel, un contrat dérivé qui réplique le cours de l'actif sous-jacent. Par exemple, si vous achetez de l'euro USD, vous n'achetez pas réellement de l'euro ou vous ne vendez pas du dollar. Vous achetez simplement un contrat qui, lui, va suivre le cours de l'actif. Et littéralement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez acheter un contrat à votre broker avec un prix d'entrée et vous allez être payé sur la différence entre votre prix d'entrée fois le levier que vous avez exécuté et la variation que le prix a eu. Donc en fait, il est crucial de comprendre que vous êtes en compétition avec votre broker, uniquement sur un produit dérivé, sans aucun lien direct avec le véritable marché. Lorsque vous cliquez sur Buy ou Sell, chez 99,99% des courtiers, vos ordres ne touchent jamais le marché réel. Donc, si vous gagnez votre trade, eh bien votre courtier, il va créditer votre compte du montant du gain. En revanche, si vous perdez, il débitera votre compte du montant de la perte. C'est extrêmement simple. Si vous gagnez votre trade, eh bien simplement, le broker, il va vous donner la différence entre votre prix d'entrée et votre prix de sortie. Donc, vous entrez sur l'euro USD ici, le cours monte, et bien simplement, il va prendre la fluctuation de l'euro USD fois le levier que vous avez mis, il va prendre dans ses caisses et il va vous payer. En revanche, si vous perdez, donc il va prendre votre prix d'entrée, il va noter votre stop loss et il va prendre la fluctuation du prix jusqu'à votre stop loss, donc c'est un stop loss à 5 pips, fois le levier que vous avez mis pour entrer dans le trade, et tout simplement, l'argent que vous avez perdu, il va juste le mettre dans ses caisses. Maintenant que vous commencez à comprendre ce point essentiel, eh bien 90% des traders retail perdent 90% de leur capital en moins de 90 jours. Que va faire votre courtier face à cette donnée ? Eh bien, il va tout simplement parier contre vous, parce qu'il a 90% de chances de gagner, il devient l'un des meilleurs traders du monde d'une certaine manière. C'est juste incroyable pour lui. Maintenant que le courtier il a un business model extrêmement rentable, eh bien, il va mettre en place toute une infrastructure pour que vous puissiez trader
extrêmement facilement sur les CFD. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi c'était aussi simple d'ouvrir un compte MT4 pour acheter ou vendre, lui pariant systématiquement contre vous? Quand vous achetez un contrat, c'est en fait votre courtier qui vous le vend, sans que vous le sachiez. À chaque fois que vous perdez, eh bien c'est lui qui gagne. Ce modèle, appelé Dealing Desk, lui permet d'encaisser vos pertes. En revanche, lorsque vous gagnez sur les marchés financiers, votre courtier ne perd pas nécessairement. Par exemple, lorsque vous êtes un trader statistiquement rentable. Quand je prends une position longue sur le XOUSD, eh bien ma position est réellement placée sur les marchés via une banque d'investissement. En revanche, pour un trader non rentable, son courtier ne placera pas sa position sur le vrai marché, il prendra simplement le pari inverse. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre comment fonctionne la finance et les marchés financiers. Sans cela, il est impossible de réussir. Il est aussi impossible de réussir en trading sans connaître les règles. Tout comme on ne peut pas devenir banquier à Goldman Sachs sans avoir fait d'études. Si je résume les règles du jeu, 90% des traders perdent 90% de leur capital en moins de 90 jours parce que vous ne tradez pas sur un marché réel, mais vous tradez sur un marché virtuel qui lui représente le cours de l'actif. Lorsque vous gagnez, c'est le broker qui vous paye le gain. Quand vous perdez, c'est le broker qui encaisse votre perte. Et pour ça, j'ai une petite analogie très simple. Votre TP, c'est le SL du broker et votre SL, c'est le TP du broker. Réécoutez cette phrase et comprenez. Donc maintenant, vous savez que le broker, lui, il va s'enrichir sur vos pertes. Il a tout intérêt à mettre en place des narratives pour favoriser votre perte et donc son gain. Le courtier a 3 sources de revenus principales et elles sont d'une manière ou d'une autre contre vous, car l'argent qu'il gagne provient de l'argent que vous perdez. Le premier et le plus important, c'est ce qu'on appelle OTC. Cela signifie que le courtier parie contre vous et ce système est complètement en dehors du marché traditionnel. C'est ce qu'on appelle over the counter pour en dehors du marché. Comme vous l'avez compris, un contrat CFD, c'est un contrat dérivé et vos positions ne sont pas réellement placées sur le marché. Alors, qui prend le pari contre vous? Eh bien, c'est votre courtier. Uniquement là pour vous permettre de spéculer. Et vous n'allez pas pouvoir spéculer en achetant de l'euro ou en vendant du dollar, sinon ce serait beaucoup trop compliqué en termes de logistique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé un marché parallèle où vous allez acheter un titre financier qui va dire, ok, on confirme que vous avez acheté l'euro à 1,08 et on confirme que vous avez vendu l'euro à 1,09. Et donc, comment ça fonctionne? Eh bien, votre broker, il va juste vous payer la différence entre votre prix d'entrée et votre prix de sortie fois le levier que vous avez utilisé. Et donc, over the counter, pourquoi? Parce que à chaque fois que vous perdez une position, eh bien, simplement, c'est votre broker qui va récupérer ce que vous avez posé sur le marché. Donc, si vous avez mis un levier x4 et que votre stop loss c'était 400 euros, si vous perdez, ça va directement dans la caisse du broker. Ça va pas sur les marchés financiers, ça va dans la caisse du broker. Ensuite, il y a bien sûr le spread. Je n'ai pas besoin de vous expliquer en détail ce que c'est que le spread. Vous le connaissez tous. C'est également une source de rémunération pour le courtier. Tout comme les commissions. Cependant, ces deux sources de revenus sont relativement faibles en comparaison à l'OTC, qui constitue la plus grande part de ses profits. Et n'oubliez jamais qu'un courtier, c'est une entreprise. L'objectif d'une entreprise, eh bien, c'est de maximiser ses profits. D'où viennent principalement ses profits? Du conflit d'intérêt créé par le courtier qui va parier contre vous, ce qu'on appelle l'OTC pour over the counter. L'objectif d'un courtier retail est d'avoir beaucoup de clients. Idéalement, des traders qui sont non rentables en numéro 1, avec une gestion du risque qui est complètement irresponsable et un volume de trade qui est hyper élevé. Parce que plus vous tradez, eh bien, plus vous payez de commission, plus vous êtes soumis au spread et plus vous risquez de perdre parce que votre psychologie est exposée au marché. Maintenant, je me mets à la place du broker et j'ai envie d'avoir un maximum de clients perdants. Eh bien, je vais mettre en place des systèmes pour favoriser cela. La première chose que je devrais faire, eh bien, c'est proposer une grande simplicité et une ergonomie optimale. Par exemple, ouvrir un compte de trading, eh bien, ça prend 5 à 10 minutes et c'est très rapide. Et pareil pour les trades, ça doit être tout aussi simple de placer des trades. Une position peut être placée en un seul clic sur un téléphone. L'ouverture d'un compte prend à peine 10 minutes et la personne peut commencer à investir son capital et à le perdre sur les marchés financiers le plus rapidement possible. Jusqu'ici, on a réellement vu que le courtier avait 3 sources de revenus. Le spread, les commissions et l'OTC. Il met en place une ergonomie maximum pour favoriser l'inscription du client. Mais pour exploiter cette source de revenus à plein potentiel, il faut des clients, plein de clients, pour littéralement faire des dizaines de millions d'euros par mois. Alors, il exécute la phase 2 de sa narrative. La deuxième étape est plus sournoise. Le courtier va chercher ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs ou des formateurs, des gens souvent payés par le courtier pour promouvoir leurs services. En courtier, lui qui dispose de beaucoup d'argent, eh bien, il va rémunérer l'influenceur en fait juste ici, qui sont des personnes sans scrupules, sans éducation financière, sans morale ni éthique, pour faire la promotion de leurs services vers les citoyens. Et ça, c'est l'argent du courtier. Et il est essentiel de garder en tête que le courtier utilise cet argent pour payer des individus afin de promouvoir indirectement ses services plutôt que de faire de la publicité agressive où lui se mettrait en danger. Le courtier délègue cette tâche à des personnes qui sont prêtes à tout pour l'argent. Il y a des systèmes d'affiliation. Ces individus vont vous montrer sur les réseaux sociaux tels que Snapchat ou TikTok que le trading est facile, rapide et qu'il permet aux gens de gagner de l'argent sans effort. Et le courtier, lui, eh bien, va cibler donc des gens qui ne connaissent absolument rien à la finance et qui vont prendre des risques inconsidérés sur les marchés, pensant que c'est un moyen de s'enrichir très rapidement. Et bien, ça, ils vont également viser des communautés d'influenceurs qui sont plus propices, moins éduqués peut-être au marché
marchés financiers qui ont plus, en tout cas, l'envie de s'enrichir et ils vont les exposer au marché et récupérer l'argent tout simplement. En bref, ces personnes ne connaissent rien ni au spread, ni aux commissions, ni à quoi que ce soit d'autre en finance. Alors, comment le courtier cible-t-il ses clients idéaux? Le client cible, c'est le profil le plus rentable pour lui. Quelqu'un qui place beaucoup de positions, qui ne sait pas gérer son risque et qui ne connaît rien à la finance. Ce profil type se trouve généralement parmi les personnes qui suivent les influenceurs. Le courtier leur donne de l'argent qu'ils dépensent en matériel ostentatoire pour attirer l'attention de la masse. En réalité, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais achètent des montres avec le plus petit modèle possible, tant que le logo est bien visible. Ils investissent également dans des vêtements avec des gros logos pour montrer qu'ils possèdent ces marques et que l'ascenseur social a fonctionné. Et c'est super intéressant de constater que plus les gens sont riches, plus les logos sur leurs articles de luxe sont discrets. Tandis que les personnes avec moins de moyens optent pour des logos bien visibles. Ces influenceurs appartiennent souvent à la catégorie des personnes qui louent des voitures dans des pays où cela coûte moins cher, pour donner l'impression de la réussite. Le courtier, lui, il est ravi car il n'a pas besoin de salir son image directement. Il se contente de donner de l'argent à ses influenceurs pour qu'ils séduisent la masse. Et cette masse représente le profil parfait du client pour le broker. Ces influenceurs ont souvent des liens d'affiliation pour rediriger leur audience vers le courtier en échange de signaux trading et d'autres conseils sans valeur. Le courtier est encore plus satisfait car ces influenceurs qui ne comprennent rien au marché donnent des signaux à des gens tout aussi incompétents, ce qui mène inévitablement à des pertes et qui gagne à la fin? Le courtier, bien sûr. Puisqu'il prend le pari inverse de toutes les positions. Et il est crucial de ne pas sous-estimer l'impact de ces influenceurs sur la masse. Dès qu'une personne vous propose un lien vers un courtier, red flag, cela signifie qu'il y a conflit d'intérêt, car cette personne cherche à encaisser vos pertes. Il est important de comprendre que tous les courtiers retail ont un conflit d'intérêt avec vous, car leurs profits proviennent directement de vos pertes. Leur stratégie est donc de vous enseigner des méthodes très simples, comme le fait d'acheter et vendre le plus souvent possible sur un surachat RSI par exemple, ou une survente RSI. Et ça, c'est précisément le profil que recherchent les courtiers. Des personnes qui effectuent beaucoup de trades avec un volume élevé, ce qui maximise leurs pertes. Malheureusement, beaucoup de traders retail ne voient pas ces conflits d'intérêts. Ils font confiance à leur courtier sans se rendre compte qu'en suivant ses conseils, ils se condamnent à perdre de l'argent. Les courtiers passent souvent par des introducing brokers ou des formateurs soi-disant experts qui en réalité ne vivent pas du trading. Ces formateurs partagent des liens d'affiliation vers les courtiers choisis par ces derniers pour exploiter leur communauté. L'écosystème dans lequel vous souhaitez apprendre et évoluer est bâti entièrement sur vos pertes. Alors il est important de savoir que ces courtiers sont souvent détenus par des banques d'investissement comme BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs ou Vanguard. Ces grandes institutions placent leur capital pour propager une narrative inversée vers la masse, incitant de plus en plus de personnes à s'intéresser au trading, tout en les poussant à l'échec. J'ai beaucoup appris au cours de mon cursus en finance. Évidemment, ça m'a aidé à comprendre les conflits d'intérêts, la liquidité et les différents acteurs entre la smart money et la dump money, mais ces enseignements ont été cruciaux pour mieux saisir comment fonctionne réellement la finance. Pour commencer, il faut savoir que les 6 plus grandes banques américaines aux États-Unis, telles que JP Morgan et Goldman Sachs, elles travaillent en fait en étroite collaboration toute la journée. Elles partagent le même order flow et collaborent avec des gens comme BlackRock et Vanguard pour faciliter l'émission des ETF. Le point très important à retenir en fait ici, c'est que la smart money existe parce que la dump money la nourrit. Parce que oui, si un broker existe, c'est parce qu'il y a plein de traders retail qui le nourrissent. La différence entre la smart money et la dump money réside dans la compréhension de la finance. La smart money, elle comprend parfaitement comment fonctionne la finance, tandis que la dump money, ne comprend absolument rien au fonctionnement de la finance. Et c'est là que réside le problème. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne la finance, comment opèrent les courtiers, vous avez aucune chance de réussir. Et par rapport à ça, j'ai eu une expérience intéressante. Il y a un an, je sortais une vidéo concernant les propres firmes. Et lorsque j'ai prévenu des dangers en expliquant leur fonctionnement, ça en a révolté certains, car beaucoup ne comprennent rien à la finance. Et 3 ans plus tard, c'était l'écroulement d'MFF. Alors, on a commencé à prendre les choses beaucoup plus au sérieux, on a réellement écouté mon discours que j'avais eu sur la vidéo. Mais bien heureusement, la majorité d'entre vous ont saisi l'essentiel, car vous avez compris les conflits d'intérêts et vous êtes capable de garder une distance émotionnelle avec tout ça. Ce qui montre que vous êtes en fait dans le bon état d'esprit. Vous avez une bonne démarche pour réussir en finance. De plus, vous ne devez pas voir votre courtier comme une simple maison de courtage. En fait, c'est un véritable monstre de données. Votre courtier, il analyse toutes les données de ses clients, connaissant parfaitement qui gagne, qui perd, quel risque est pris et pourquoi. Cela influence fortement le marché d'un point de vue des narratifs. Donc si on résume, les brokers, ils utilisent des narratifs pour récupérer votre argent. Il a 3 sources de rémunération. Une ergonomie maximale pour s'inscrire super rapidement, des influenceurs pour ramener un maximum de personnes, en jouant littéralement sur vos émotions et en n'ayant aucune éthique. Littéralement, le broker, il a un seul but, faire rentrer plein de personnes dans l'infrastructure en suivant des narratives remplies de conflits d'intérêts. Maintenant, voyons voir comment fonctionne la finance. Pour comprendre comment fonctionne la finance, il faut savoir qu'au sommet de la pyramide, on va retrouver les exchanges, comme le New York Stock Exchange, donc autrement appelé le NYSE, Euronext pour la bourse européenne et le CME, donc le groupe Comex. Ce sont les marchés, les véritables marchés, d'accord, ceux qu'on ne voit pas, ceux qui sont à Wall Street et ceux qui sont reproduits en fait sur les marchés CFD. Et plus on se rapproche de ces exchanges, plus on rencontre les banques d'investissement. Les banques d'investissement sont ce qu'on peut appeler la smart money, car elles sont très proches des exchanges et du marché.
Un peu plus loin, eh bien, on va retrouver les hedge funds, les fonds de pension, qui doivent travailler avec ces banques pour pouvoir accéder au marché. Plus vous êtes éloigné du marché, plus vous passez par des intermédiaires et plus il y a de conflit d'intérêts, ce qui diminue vos chances de performer correctement sur les marchés financiers. Après toutes ces personnes-là, eh bien, on va retrouver les brokers retail, qui sont sponsorisés par les banques d'investissement. En fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces banques d'investissement, elles vont fournir des crédits de facilité aux brokers pour pouvoir faire en sorte qu'ils ouvrent le broker, qu'ils aient suffisamment de liquidité et qu'ils répondent au principe qu'on appelle OTC, over the counter, c'est-à-dire prendre la contrepartie de tout le monde. Donc le broker, lui, s'il n'a pas 300 millions de liquidités et qu'il a 1 million d'utilisateurs, eh bien, il ne pourra pas prendre la contrepartie de tout le monde. Donc c'est pour ça que les banques d'investissement, eh bien, elles disent ah oui, c'est un super modèle, donc on vous fait un crédit de facilité, donc on fait un crédit de 200 millions à 4% au retail broker, et comme lui, il a un business model qui est 95% du temps rentable, elles savent très bien qu'ils vont pouvoir le rembourser sans trop de problème avec intérêt. Donc c'est un super investissement pour elles et ça permet du coup le fonctionnement du broker. Donc ce courtier retail, eh bien, il est lié à une chaîne complexe où les influenceurs, donc d'accord, qui sont juste ici, et les formateurs trading vont jouer un rôle clé, un rôle qui est décisif. Ces derniers sont souvent affiliés au courtier, c'est-à-dire que en fait dans cette chaîne se trouve la masse des traders retail. La grande majorité, eh bien, vont découvrir le trading en espérant gagner de l'argent facilement. Et beaucoup d'entre eux sont attirés par un style de vie luxueux, donc ils sont toujours promus par les influenceurs qui sont à Dubaï, qui sont dans d'autres villes, qui vont rouler en Lamborghini. La vraie problématique là-dedans, c'est la fausse narrative, c'est qu'ils vont pas se rendre compte que le style de vie qui est promu n'est absolument pas gagné avec les marchés financiers. Il est gagné parce que les influenceurs qui sont juste ici vont récupérer une partie de la nourriture que les retail traders vont envoyer aux banques d'investissement et aux retail brokers. Donc eux, ils vont juste récupérer une partie, ce qui est des sommes conséquentes quand vous savez que la taille du marché CFD, c'est 1200 milliards par an. Il est impossible d'atteindre les sommets de la finance en utilisant de telles pratiques. En revanche, en étant performant et pertinent en finance, vous pouvez littéralement monter sans limite. Les traders retail, cependant, eh bien, comme vous le voyez, ils sont très éloignés de cet univers. À chaque étape, ils rencontrent un conflit d'intérêts avec d'abord leurs formateurs, leurs influenceurs, leurs courtiers également, qui leur prélèvent des spreads et des commissions, et surtout les banques d'investissement qui vont détenir ces courtiers. En fait, ça vraiment, vous êtes au bout du maillon et donc c'est super difficile de s'en sortir. Et en fait, si on réfléchit bien, eh bien, tout le monde est un petit peu contre les traders retail. Ça, sans qu'ils le sachent, littéralement, tout le monde profite de leurs pertes. Les courtiers, les influenceurs, les formateurs, l'écosystème entier, eh bien, il est conçu pour que les traders retail qui ne comprennent pas les conflits d'intérêts perdent systématiquement de l'argent sur les marchés financiers. Je vais vous expliquer un petit peu ma vision des choses. Imaginez que les brokers aient été créés uniquement pour être un monstre financier qui va juste aspirer de l'argent toute la journée. Donc ici, vous avez Wall Street qui n'est pas connu. Vous avez un broker qui, lui, va servir d'aspirateur. Vous envoyez des gens qui vont servir de promotion sans que ça mouille l'image des brokers. Et toute la journée, eux, ce qu'ils font, c'est que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui perd, ils empochent de l'argent. Ils empêchent de l'argent. Et donc là, il y a une entité qui va empocher l'argent de centaines de milliers de personnes qui sont devant étalées, qui ne se connaissent pas, donc qui peuvent pas se révolter contre ce système. Et eux, ils empochent de façon continuelle des milliards et des milliards et des milliards chaque jour, chaque mois, chaque année. En bref, vous savez maintenant exactement comment est construite l'infrastructure d'un broker retail et quels sont les conflits d'intérêts que vous subissez. Donc comment ils font pour récupérer votre argent. Maintenant, imaginez juste un instant pouvoir récolter une part du gâteau, une part de ces milliards d'euros générés. Parce que oui, si vous comprenez ces conflits d'intérêts, alors vous pouvez vous retrouver du bon côté. Je propose de voir comment faire. Comme je l'expliquais plus tôt, les courtiers sont de véritables monstres de données et ils savent parfaitement qui gagne et qui perd. Que se passe-t-il avec un trader perdant? Eh bien, les courtiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser leurs algorithmes pour classer les clients en deux catégories. Donc, les traders qui sont profitables et les traders qui sont non profitables. Comme s'ils les mettaient dans deux paniers distincts. Par exemple, lorsque John, il va acheter 10 lots sur le gold, le courtier, il va savoir exactement si c'est un trader profitable ou non. Donc, si John est un trader non profitable, le courtier, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va exécuter son ordre de manière à prendre le pari inverse. Parce qu'il sait exactement que ce client a tendance à perdre. Donc, souvent, comme je vous disais, la position de John, elle va finir par être perdante. Et en fait, qu'est-ce qui se passe réellement? Eh bien, en fait, dites-vous que votre stop loss, lui, c'est le take profit du courtier. C'est-à-dire que vraiment, il va rentrer exactement au même endroit que vous. Sauf que, eh bien, lui, son stop loss, ce sera votre take profit en longue et son TP, ce sera votre stop loss. Donc, à chaque fois que le courtier, vous allez perdre votre argent, vous allez toucher son take profit. Donc, les moins 300 euros vont simplement rentrer dans les caisses du broker. Donc, il n'y a vraiment pas meilleur graphique pour pouvoir illustrer réellement ce qui se passe et à quel point les gens enrichissent le broker toute la journée. Et pour aller encore plus loin, le courtier gagne sur 3 fronts. Il gagne pas uniquement sur votre perte, il va gagner sur votre perte, donc c'est la première chose, mais il va gagner sur les spreads et les commissions en plus. Donc vraiment, c'est un business hyper lucratif pour lui, surtout quand vous savez que 90% des traders, eh bien, ils sont perdants. Dans ce cas-là, le broker, lui, va pas se hedger sur les marchés financiers parce que simplement, il sait très bien que vous êtes beaucoup plus perdant que gagnant, donc il aura très très peu de fois à vous payer. Donc que 10% du temps, il vous paye, 90% du temps, il ne vous paye pas et il encaisse tout simplement vos pertes. Maintenant, on s'intéresse au trader qui est profitable. Donc ce trader profitable, il est rangé en book A par l'algorithme qui le définit.
fini. Eh bien, le processus, il est similaire. Il y a juste une différence, c'est que le pari, il va pas forcément parier contre un trader profitable. Car à long terme, ça pourrait lui coûter beaucoup d'argent. Donc, prenons un exemple. Lorsque vous achetez, vous êtes profitable, d'accord, vous achetez une position longue sur le XAUUSD, ok, peu importe l'actif. L'ordre du courtier, d'accord, ou de mon courtier, eh bien, il va d'abord vendre le contrat directement, d'accord, pour permettre la transaction. Donc, il est obligé dans tous les cas, moi j'achète, il est obligé de vendre. Ça, c'est obligatoire, c'est le principe de base pour que la transaction existe sur les marchés CFD. Mais par contre, il va se hedger, ok, il va se hedger sur les vrais marchés financiers parce que lui, il veut pas perdre de l'argent. Donc, je vais faire un petit schéma qui va vous permettre de comprendre comment il se hedge. Donc, moi, je place mon trade sur le broker. Le broker, il va dire, ah, attention, lui, c'est un trader gagnant. Je dois pas le payer que 10% du temps, 90% du temps, il faut que je le paye. Donc, boum, il place son trade sur le marché financier. Le broker reçoit l'ordre et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir la banque partenaire qui, elle, va lui permettre de répliquer le trade sur un exchange et donc sur les marchés réels. Une fois que le trade est fini, eh bien, on clôture les positions. Donc, avec les profits qui ont été réellement réalisés sur les marchés réels, ils sont directement envoyés au broker qui, lui, du coup, n'a pas besoin de sortir d'argent de sa poche et tout simplement, il va les renvoyer au trader qui lui est rentable. La problématique ici, c'est que le broker, il va juste encaisser uniquement le spread et les commissions, ce qui ne l'intéresse pas trop parce que là où vraiment le broker gagne énormément d'argent. Quand vous ouvrez une position sur USD ou peu importe, les commissions, c'est généralement faible et le spread, c'est pas tant non plus. Mais si vous prenez un stop loss à $300, bah, c'est super intéressant pour le broker parce que d'un coup, il va gagner $300. Et si vous perdez 10 fois d'affilée $300, bah, il va gagner $3000. C'est beaucoup plus intéressant qu'un trader gagnant qui perd très peu souvent et qui à chaque fois en fait récupère ses gains parce qu'il est gagnant et il fournit que les spreads et les commissions, ça l'intéresse pas. Vous voyez la différence? En fait, en bilan, un trader profitable permet de gagner que le spread et la commission, mais c'est tout. Tandis qu'un trader non profitable, eh bien, le courtier il va encaisser le spread, la commission, et il encaisse également les pertes. C'est super intéressant pour lui. À cette partie de la vidéo, vous avez compris comment les règles du jeu sont fixées sur les marchés CFD. Vous savez également comment les courtiers diffusent des narratives en profitant des règles avantageuses et en se servant des personnes sans éthique. Vous avez également conscience de l'architecture de ce monde financier, où se trouvent les brokers, où se trouvent les influenceurs, où est Wall Street et où vous vous trouvez parmi tous ces conflits d'intérêts. Donc vous commencez littéralement à comprendre parfaitement comment les courtiers retail récupèrent votre argent. Alors oui, je sais que ça va en chambouler plus d'un, mais regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Au sommet de cette structure, vous avez les exchanges, d'accord? Ce sont littéralement les plus gros contributeurs du marché. Et ce que j'entends par là, c'est que ici vous avez la smart money, donc Wall Street. Ici vous avez un instrument, donc un aspirateur à cash. Et évidemment que si vous voulez enrichir quelqu'un, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui perde. Donc ici vous avez toute la perte financière, d'accord? Donc des centaines et des centaines de milliers de personnes qui ne se connaissent pas et qui toute la journée envoient leur argent vers un pôle financier. Et c'est ça la puissance de ce système-là. C'est qu'il y a un pôle financier Wall Street qui est capable de créer un appauvrissement mondial, qui est capable de créer un appauvrissement extrême. Et donc toute la journée, l'aspirateur des brokers, d'accord, qui va être l'instrument qui va éviter de salir l'image de Wall Street. C'est pour ça qu'on parle pas de Wall Street en mal, alors que honnêtement c'est un business financier qui est assez sombre. Donc les banques d'investissement, elles vont faire des prêts à 200-300 millions aux brokers pour lui fournir la liquidité nécessaire à l'OTC, donc over the counter, c'est-à-dire prendre la contrepartie à chaque fois qu'un client prend position contraire, à un taux d'intérêt de 4%. Et donc comme toute la journée vous avez des centaines de millions de personnes qui vont perdre l'argent et qui vont envoyer de l'argent au broker, bah lui va pouvoir rembourser son taux d'intérêt à 4%, plus garder la liquidité que les banques d'investissement lui ont donné pour qu'il fonctionne. Tout le monde est content, la smart money se remplit les poches, l'instrument ici gagne de l'argent et ici on perd énormément d'argent. Dans la boucle, il faut pas oublier les influenceurs qui sont juste ici et qui profitent, d'accord, de cet appauvrissement massif, d'accord, des gens qui nourrissent réellement la finance un petit peu. Et quand vous profitez d'un gouffre financier à 1200 milliards par an, eh bien c'est normal que ces influenceurs soient extrêmement riches ici. Donc vous l'avez compris, hein, être un trader profitable et consistant pour réussir une belle carrière en finance, ça passe pas par le fait de suivre des influenceurs ou des formateurs qui vous montrent leur vie toute la journée. Hein. L'ancien ne passe pas son temps à se filmer ou à partager ce qu'il mange. Le monde de la finance est discret, confidentiel et respectueux. Tout à l'inverse de ce que l'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Deuxième chose, la smart money pousse délibérément un faux narratif en diffusant des stratégies simplistes comme celles basées sur les croisements de moyennes mobiles ou les indicateurs techniques. Toutes ces analyses, ou même quand ils parlent tout simplement de macroéconomie, etc., ce sont des analyses qui sont trompeuses. Et ça, je vous l'ai expliqué dans la vidéo de Jim Cramer, donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, vous allez apprendre pas mal de choses. Et il est vraiment important de comprendre que les banques d'investissement ne croient pas à tout ce qu'elles publient. En fait, tout ce qu'elles publient, ça leur permet de créer une contrepartie financière. Parce que n'oubliez pas qu'une transaction, pour qu'elle existe, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui soit de l'autre côté. Donc si vous voulez acheter des milliards et des milliards de Bitcoin, il faut bien qu'il y ait énormément de gens qui les vendent sur le marché. C'est exactement pour ça qu'actuellement on voit tous les plus gros risques de récession arriver. Et bien en fait, vous pouvez vous garantir en fait que la smart money est en train de se remplir les poches. Par exemple, une personne que j'ai rencontrée en cursus finance explique tout simplement que la smart money, d'accord, hein, vous l'avez compris, a besoin de la dump money pour exister. Si aujourd'hui il y a plus de retail traders qui vont trader toute la journée et qui vont enrichir les brokers, eh bien Wall Street ne gagne plus d'argent. Si demain tout le monde retire son argent des banques commerciales, tout le monde retire son argent des banques d'investissement, eh bien les banques ne gagnent plus d'argent parce que les banques gagnent réellement de l'argent sur les intérêts, donc sur l'effort de travail du client. Mon objectif à moi, c'est de m'adresser aux personnes qui ont un minimum d'expérience en finance, qui sont passionnées et qui méritent de savoir comment les choses fonctionnent réellement. Cela leur permet de saisir une part de l'immense gâteau
que très peu d'intervenants partagent. Et les profits que l'on peut gérer en finance sont littéralement infinis. Et c'est un point crucial à comprendre, surtout à une époque où l'activité de trader est démolie par des individus sans éthique, motivés uniquement par l'encaissement des pertes des autres. Pour finir, je dirais que la dump money, donc ici les retail traders, croient que les infrastructures mises en place sont conçues pour les aider à réussir, qu'elles peuvent leur faire confiance aux brokers, aux médias et aux stratégies conseillées. Mais en réalité, c'est tout à fait l'inverse. Vous pouvez maintenant, et vous avez compris certainement comment fonctionne un courtier, mais très peu de personnes le comprennent réellement. D'accord, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment fonctionne réellement la finance. Beaucoup passent à côté et certains défendent même ces institutions corps et âme en croyant que tout va bien. Comprendre les conflits d'intérêts et travailler avec des institutions qui sont sérieuses, c'est fondamental. Moi, personnellement, je travaille pas avec n'importe quel courtier. Les courtiers, ils sont choisis avec soin et je les sélectionne pour des bonnes raisons. On va voir maintenant comment choisir un bon broker. Et le premier critère à prendre en compte, eh bien, c'est la régulation. Pourquoi? Parce que la régulation, eh bien, ça va garantir que le broker est supervisé par une autorité financière sérieuse. Par exemple, un broker régulé sous le régime LPS, libre prestation de services, dans l'Union européenne, eh bien ça va signifier qu'il est soumis à des normes qui sont strictes, même s'il n'est pas directement régulé par l'AMF en France. Et qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre d'assurer que le broker respecte des règles très strictes, comme la gestion transparente des fonds clients et la surveillance de leurs activités. Un broker non régulé, c'est un énorme red flag. Maintenant, je vous montre quelques exemples de régulation auxquelles vous devez faire attention quand vous choisissez votre broker. Donc vous allez avoir la FSA au Royaume-Uni, l'ASIC en Australie ou encore la CISEC à Chypre sous le régime LPS pour l'Europe. Seconde partie, les comptes ECN. Donc il est important de comprendre que votre broker propose un compte Electronic Communication Network. Donc un compte ECN, ça va permettre d'accéder directement au marché interbancaire, offrant des spreads ultra compétitifs et des exécutions sans intervention du broker. Super, cela cause il n'y a pas de conflit d'intérêt car le broker ne place pas en face de vous des trades et vous accédez au meilleur prix du marché, souvent avec des spreads à 0 pips. Attention aux brokers, d'accord, qui fonctionnent avec des comptes market maker. Cela signifie qu'ils créent leur propre marché en interne, d'accord, et c'est pour ça que vous voyez des fois des mèches qui existent sur un marché et pas sur d'autres mèches et vous dites ah oui mais je comprends pas, le marché me manipule. Non, c'est juste que vous êtes sur un compte market maker et donc ces brokers, ils peuvent être la contrepartie de votre aide, il peut y avoir des conflits d'intérêts et donc ça on appelle le dealing desk. La troisième chose à prendre en compte qui est super important, c'est est-ce que votre compte, ce sont des comptes qui sont ségrégés. Donc un compte ségrégué, ça définit que vos fonds sont séparés des fonds opérationnels du broker. C'est une protection essentielle en cas de problème ou d'insolvabilité du broker, car vos fonds restent protégés et ne peuvent pas être utilisés pour d'autres fins. Sans cette garantie, en cas de faillite, vous pourriez perdre tout votre capital. Donc toujours vérifier que le broker, il propose des comptes ségrégés. Ce sont maintenant mes dernières paroles. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre l'ensemble du fonctionnement de la finance autour des courtiers retail, exactement comment les conflits d'intérêts sont mis en place, comment vous allez pouvoir vous en sortir. Dans la description, je vous mettrai peut-être une liste de 10 brokers qui sont conformes et qui ont des règles spécifiques que j'aurai analysées. On verra si je le fais avec le temps. Donc vous verrez par vous-même. Sur ce, c'était le M. Rejoignez le canal Telegram en description. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, donnez un maximum de force. Restez bien branchés. Ciao, ciao, c'est le M.